rédactrice en chef de la revue Filière Avicole et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire où vous pourrez suivre la présentation de Simon Fourdin, directeur du pôle économie de l'ITAVI, qu'il a réalisé avec ses collègues, Mohamed Bouzidi et Mathieu Désolé. Donc je vous encourage à poser vos questions, tout au long de la présentation. À l'issue de chacune des parties, il y aura une petite session de questions. N'hésitez pas à vraiment les poser, même si ça ne correspond pas forcément aux parties, puisqu'à la fin du webinaire, on aura de nouveau une session de questions qui pourra reprendre les questions de l'ensemble du webinaire. Bien entendu, nous remercions les sponsors de ce webinaire, Biochem, Tecna et CCPA. Donc Simon, je te laisse la parole. Merci Maëva. Donc, il y aura 2 sessions de webinaire, hein. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler du marché de la volaille de chair, donc en France et dans le monde, enfin en France, en Europe particulièrement, et on vous parlera un petit peu aussi du reste du monde. Le bilan de 2022 principalement, et puis quelques perspectives sur 2023. Alors, il y a Mohamed Bouzidi qui est en backstage. Si jamais dans les questions, il y a besoin d'avoir des éléments complémentaires, il sera une joie, s'il a les données, bien entendu, de vous répondre pour compléter ce qu'on va vous présenter là tout de suite. Alors, déjà, petit rappel des épisodes précédents, hein, par rapport à l'année 2022. On l'avait déjà cité pour ceux qui avaient participé au webinaire précédent, mais 2022, c'est l'année vraiment d'une triple crise. Alors, il y a eu la crise du Covid-19. Alors, on s'en souvient peut-être plus trop, ça nous paraît peut-être un peu loin, mais en fait, il y avait quand même encore eu en 2022 des restrictions au niveau de la restauration avec le pass vaccinal. Et puis surtout, ça a créé beaucoup d'artefacts ou d'aléas dans les consommations. Et le retour à la fin de l'épisode et un retour aux fondamentaux, à la consommation RHD, etc., a fait pas mal de soubresauts qu'on verra tout à l'heure quand on creusera la partie consommation. Ensuite, bien sûr, il y a la crise IAHP qui touche toutes les filières avicoles, et la volaille de chair en fait partie, avec une endémisation de l'épidémie, hein, dont on entend beaucoup parler, et puis de nouveaux épisodes, notamment dans l'ouest de la France, qui impactent énormément sur les volumes et sur les possibilités ou pas de remise en place. Et puis, plus dernièrement, il y a la réflexion sur la vaccination qui occupe beaucoup l'espace médiatique, on va dire, en tout cas sur les suites par rapport à la gestion de cette crise. Sur le troisième point, enfin, la guerre en Ukraine. Donc, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que la guerre en Ukraine est démarrée. Ça a eu bien sûr un impact, et on le verra juste après, sur la hausse des cours des matières premières, mais aussi donc sur l'aliment notamment, mais aussi sur l'énergie, hein, bien entendu. Et sur l'énergie, c'est pas près de s'arrêter. Et puis des problèmes aussi des fois de disponibilité, juste des produits qui ne sont plus disponibles à un certain moment. Et puis plus globalement, l'inflation sur les prix qu'on retrouve sur l'alimentaire, mais aussi sur les autres produits. Alors la présentation, on l'a découpée en quatre grands points. Donc le contexte matières premières, donc vraiment tout ce qui se passe sur le marché des matières premières, et expliquer un petit peu le pourquoi des choses. Ensuite, la consommation de viande de volaille, alors à la fois avec un focus Europe et un focus plus sur la France. Le marché européen de la viande de volaille. Et puis enfin, un zoom sur la production de viande de volaille pour la France, avec à chaque fois, en essayant de vous montrer un peu ce qui s'est passé en regardant le rétroviseur pour 2022, et avec des projections sur 2023 pour certains éléments. Alors, sur le contexte matières premières, donc là, clairement, c'est vraiment l'impact de la guerre en Ukraine qui est le plus déterminant dans ce qui se passe actuellement. Donc, si on regarde sur les cours des différentes matières premières, donc le blé, le maïs, par exemple, donc vous avez à gauche les courbes pour le blé et à droite pour le maïs. Alors, sur le blé, on voit donc la courbe 2023, c'est celle en orange foncé avec les petits ronds. On voit qu'on est plutôt sur une tendance un peu baissière, notamment après une année 2022 un peu record en termes de cotation. Mais qui reste quand même très élevé, hein, par rapport à si on regarde les moyennes sur les années précédentes, entre 2015 et 2019. Vous voyez, c'est en orange en bas de la courbe. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont presque 2 fois plus élevés que ces moyennes de ces années-là, même si on est plutôt quand même sur une certaine détente. On retrouve cette même détente, même un peu plus marquée sur le maïs, sur la courbe de droite. Après, effectivement, une année 2022 également record. Et si on regarde sur les oléoprotéagineux, notamment si on regarde sur le soja à gauche et sur le tournesol à droite, on
là, on était encore à des niveaux très élevés sur le soja, mais pareil, on redescend un peu, on arrive au niveau du même mois de 2022. Et puis sur le tournesol, pareil, on a plutôt une détente après une année 2022 également record. Donc on retrouve à peu près les mêmes éléments sur les différentes matières premières. Et alors ça, il y a quand même un petit rappel, parce que même si c'est plutôt bon signe, on va dire, sur la détente des prix, il faut quand même rappeler pourquoi c'est quand même assez fragile cette situation et que ça pourrait tout à fait rebasculer. Puisque vous avez sûrement entendu, hein, c'est sorti pas mal dans la presse, mais qu'il y a bien sûr un accord majeur. Alors, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine, il y a eu un accord pour que l'Ukraine et la Russie puissent exporter leurs matières premières, enfin, notamment pour que ça puisse sortir d'Ukraine. Mais cet accord, en fait, sous égide ONU, hein, et piloté par la Turquie, est quand même très, très fragile puisqu'en fait, la mer Noire, pour rappel, c'est 30 du commerce mondial du blé, hein. L'accord a permis l'année dernière 25 millions de tonnes de céréales de sortir des pays. Mais cet accord, il a été renouvelé plusieurs fois par différents accords de 120 jours. Et en fait, c'est la prolongation se refait à chaque fois tous les 120 jours, sauf s'il y a dénonciation d'une des deux parties, hein, entre Ukraine et Russie. Et là, la dernière prolongation, donc il y a eu une en novembre 2022, 120 jours supplémentaires, donc là, rien à dire. Mais par contre, la toute dernière, donc tout récemment, hein, puisque c'est le 18 mars qu'il y a eu la dernière, l'accord au départ devait repartir sur 120 jours, mais finalement, la Russie a mis son veto pour 120 jours, avec d'ailleurs des discours un peu différents, puisque l'Ukraine s'était félicitée du renouvellement de l'accord à 120 jours, la Turquie également, et puis finalement la Russie a dit non, non, c'est que 60 jours. Donc on voit en plus qu'il y a un petit problème de communication. Et pourquoi la Russie, en fait, a voulu limiter à 60 jours, c'est que la Russie n'est pas complètement satisfaite, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que de son côté, elle a toujours des difficultés à exporter, notamment ses engrais, alors ses céréales également, mais surtout ses engrais. C'est un grand pays exportateur au niveau des engrais, hein. Et du coup, la Russie se satisfait quand même moyennement de l'accord et tend à faire comprendre qu'elle est encore maître du jeu sur le sujet. Donc c'est extrêmement fragile. Donc même si là, il y a encore une prolongation, vous voyez que 60 jours, c'est rien. Et du coup, si les accords tombent, eh ben, toute cette détente retrouvée pourrait s'inverser. Donc ça, c'était le point du coup sur ces matières premières. Alors bien sûr, ça a des conséquences, sur les indices et notamment si on regarde là, on vous présente l'indice Itavi, tous les standards, hein, mais on retrouve des choses assez similaires sur sur tous les modes de production et toutes les espèces, avec bien sûr des petites variantes. Et là, si on regarde, sur mars 2023, l'indice Itavi poulet standard était à 145,10 et en mars 2022, il était à 145,79, donc on retrouve quasiment le niveau d'il y a 1 an. Donc il y a vraiment une détente sur les cotations qui explique cette baisse de l'indice Itavi poulet standard, mais avec toute la fragilité dont je viens de vous parler. Alors bien sûr, même si sur 1 an on retrouve le niveau précédent, ça reste quand même encore extrêmement haussier par rapport à la moyenne, notamment de 2022 tout complet, ou encore sur 2021, bien entendu. Si on regarde ce qui se passe dans les autres pays voisins européens, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne ou l'Espagne, on est dans les mêmes ordres de grandeur, hein. Alors là, c'est l'indice Itavi, vous savez que c'est un indice matières premières, les autres, ce sont bien des indices aliments, mais on retrouve des choses très similaires dans les autres pays de l'Union européenne, quels qu'ils soient, puisque de toute façon, on va dire, le sujet des matières premières, bien sûr, dépasse les frontières d'un seul pays. Et donc on retrouve cette même un peu détente là sur les derniers mois. Alors comme on l'a dit au départ, il n'y a pas que les matières premières pour l'alimentation qui sont concernées par les hausses de prix. Il y a notamment l'énergie, hein, dont on parle énormément aussi, puisque ça touche les ménages également. Ça ne touche pas du tout que l'agriculture, bien entendu. Si on regarde là les indices énergie IPAMPA, donc les indices pour les matières premières agricoles, on a une hausse de l'IPAMPA gaz de 23% entre 2022 et 2021, mais qui atteint même 31% si on regarde 2022 par rapport à 2020. Et sur l'électricité, 7% 2022 par rapport à 2021 et 11% 2022 par rapport à 2020. Sachant que c'est plutôt
une augmentation qui sous-estime la réalité de ce qui se passe dans les exploitations, puisque l'IPAMPA ne reflète qu'une partie en fait des exploitations, puisque par exemple pour l'électricité, c'est les tarifs bleus qui sont considérés, et on sait que notamment pour les filières avicoles et notamment les élevages d'une certaine dimension, on n'est pas dans les tarifs bleus, mais le tarif jaune ou à Rennes, etc., d'autres grilles tarifaires de l'énergie. Et donc, ça a plutôt tendance en fait à sous-estimer la hausse réelle de ce qu'on peut retrouver dans les exploitations. Pour l'instant, n'ayant pas d'autres indices agricoles, c'est cela qu'on continue de montrer, mais ils ont du coup leurs limites. Ça, forcément, la somme de ces évolutions du coût de l'aliment et du coût de l'énergie, ça a un impact sur les coûts de production. Alors, je suis désolé, on ne voit plus très, très bien le 152 là, qui est sur 2023. Donc, le coût de production, en fait, si on regarde en base 100 en 2019, sur le prix du poulet, hein, le coût de production du poulet, il a progressé presque de 50% depuis 2020. Alors, en grande partie par rapport à la hausse du prix de l'aliment et à la hausse du prix du poussin, mais de plus en plus, la part de l'énergie devient importante. Alors là, la projection sur 2023, elle est la projection qui a été faite au 1er janvier 2023 et pas sur l'année moyenne 2023. Et donc, si on prolonge sur l'année moyenne 2023 avec les évolutions estimées des coûts de l'énergie, etc., on sera bien sur un coût de production qui sera encore supérieur à celui qui vous est présenté ici, avec des hausses qui vont se poursuivre aussi sur ces différents coûts. Voilà pour les coûts de production. Alors, première partie de questions. La première session. Donc déjà, il y avait la question technique de savoir si les diapos étaient envoyés après. Oui. Alors les diapos, non seulement sont renvoyés, et puis en fonction des questions que vous allez poser, on essaye de compléter, enfin si on a les informations, bien entendu, avec les compléments par rapport aux questions des participants. Et sinon, donc, sur la partie présentation cette fois, donc, il y a Françoise Guillaumard qui demandait d'où les engrais venaient si il y avait moins d'import de Russie. Alors il y a d'autres pays, Maroc, enfin il y a d'autres pays dans d'autres régions du monde qui produisent des engrais, mais la Russie en engrais phosphatés notamment est un très 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 gros producteur. Donc en fait la difficulté, alors des fois il peut y avoir aussi des exportations indirectes. Ils peuvent exporter vers d'autres pays puis renvoyer ensuite. Mais oui, la Russie étant un des premiers producteurs mondiaux d'engrais, si la Russie ne peut plus exporter ses engrais, ça a effectivement des conséquences sur le marché mondial des engrais. Et Françoise Guillaumard posait également la question de savoir si l'aliment n'était pas, alors je pense que c'est plutôt une interrogation, l'aliment n'est pas à la baisse sur 2023. Alors là, pour l'instant, sur les cotations, mais comme je disais, c'est vraiment plutôt fragile. On serait plutôt sur un aliment. Alors à la baisse, tout dépend par rapport à quoi on regarde, mais par rapport au niveau de 2022, on serait plutôt à la baisse. Mais par rapport à 2021 et les années précédentes, on reste quand même sur un aliment plus élevé. Mais on l'a vu, il suffit de pas grand-chose sur le contexte un peu géopolitique mondial et notamment chez nos voisins de l'Est de l'Europe, entre Ukraine et Russie, qui sont quand même, pour rappel, dans les premiers pays exportateurs, notamment sur le blé et sur le tournesol, et enfin, sur plusieurs matières premières, ils sont extrêmement déterminants sur les marchés mondiaux. Et donc, il suffit que la Russie décide de casser unilatéralement l'accord pour que ça puisse déstabiliser très, très rapidement les marchés, quoi. Au-delà, bien sûr, des questions aussi après de s'il n'y a pas des conséquences climatiques qui fait que certains pays gros producteurs ne sont pas en capacité de produire dans les mêmes quantités que les années précédentes. Alors la France, elle s'est plutôt retrouvée, elle a retrouvé, on va dire, des places à l'export du fait des difficultés sur les autres marchés. Donc elle a plutôt retrouvé des couleurs à l'exportation sur les céréales au niveau français. Elle s'est retrouvée plus compétitive. Et là, c'est pareil, du coup, en fonction des marchés qui s'ouvrent ou qui se ferment, ça peut changer la donne. Donc, il y a une question de Dominique Chavat qui vient d'arriver. Est-ce que la Russie pourrait se passer de ses exports de céréales et notamment le blé vers l'Europe et s'orienter vers des pays en Asie, Moyen-Orient? Bonne question. On sait que, en tout cas, dans les volontés de la Russie, je pense qu'elle aimerait être moins dépendante dans ses exportations, que ce soit d'ailleurs pour l'énergie comme pour les céréales, comme pour les engrais de l'Europe, et de regarder plus sur ses autres voisins. Puis on a vu il n'y a pas très longtemps avec les visites d'État entre Chine et Russie.
Après, je pense, comme tout pays exportateur, c'est toujours un peu délicat de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, je pense qu'ils ont quand même envie de rester acteurs sur la place mondiale. Et puis, c'est quand même aussi un levier diplomatique, puisque pour l'instant, que ce soit sur l'énergie, on l'a bien senti, on l'a bien vécu, ça reste des leviers importants pour la Russie pour garder sa place sur la scène internationale. Donc, je pense qu'elle n'a pas tout intérêt à ce que l'Europe se passe de ces différents services. Sinon pour compléter la session questions, par rapport à la flambée des coûts de production, est-on enfin arrivé à un plafond? La détente pour les matières premières laisse de l'espoir. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres, coûts de Bah, production? là, clairement, sur 2023, on sait qu'on n'a pas atteint alors, autant sur la partie aliments, on l'a dit, si ça continue dans les bons augures qu'on a ces derniers temps, ça devrait se stabiliser sur un montant élevé, mais se stabiliser. Par contre, sur l'énergie, on sait que toutes les répercussions des hausses de l'énergie ne sont pas encore complètement faites. Donc ça va continuer forcément à augmenter sur le volet énergie. Même si sur les marchés, il peut y avoir aussi une détente sur l'énergie. Il y a certains contrats qui ont été renouvelés à la hausse et dont on ne voit pas encore forcément les conséquences sur les coûts de production, mais on va les voir quand on va regarder sur l'année globale 2023. Donc malheureusement, on va dire sur 2023, on sait que les coûts de production vont continuer à augmenter, sans parler aussi d'ailleurs du coût de la main-d'œuvre, l'inflation continuant, on sait que le SMIC va continuer à augmenter, donc le coût de la main-d'œuvre va continuer à augmenter. Donc il y a certains postes, c'est de façon inéluctable, vont continuer à croître. Après, on peut espérer que c'est le gap qui soit moins fort que ce qu'on a pu vivre jusqu'alors. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va continuer à augmenter sur 2023. Et justement, parlant des coûts, par rapport à l'indice IPAMPA, comme tu disais tout à l'heure dans la présentation, c'est pas, forcément toujours très bien représentatif, finalement de notre production en volaille. Est-ce qu'un IPAMPA spécifiquement dédié volaille serait envisageable au vu des besoins spécifiques de cet animal de rente et par rapport aux autres animaux de production? Alors, effectivement, il existe des IPAMPA, par exemple, l'Institut de l'élevage, IDEL, fait des IPAMPA, lait de vache, et cetera, qui combinent en fait, du coup, les différentes charges, de leur production. Alors là, déjà en volaille, il y a l'indice Itavi, par exemple, pour les matières premières qui est une spécificité volaille pour tenir compte justement des caractéristiques, de la structuration des filières et de la façon dont l'aliment est consommé en volaille. Là, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas l'idée pour l'instant, en tout cas, de développer un IPAMPA spécifique volaille, mais bien sûr, continuer à avoir l'indice Itavi sur les différentes matières premières, qui s'est élargi d'ailleurs aussi au bio ces dernières années, et puis avec des nouveaux modes de production qui ont été aussi considérés. Par contre, ce que nous, on avait demandé côté Itavi, mais avec les autres instituts techniques animaux, c'est donc l'IPAMPA, c'est produit par l'INSEE, hein, donc c'est des indices officiels de l'État. Et donc l'idée, c'était, on a demandé en fait, comme il y a un rebasement des séries IPAMPA actuellement, à être associé en fait dans la réflexion pour savoir un peu mieux comment c'était calculé, parce qu'en fait, c'est pas toujours hyper clair pour nous. Et donc, si on veut les utiliser en bonne connaissance de cause, bah, c'est d'être participant dans la réflexion, en tout cas de savoir comment ça va être recalculé, rebasé, etc. Et puis, c'est de voir si ça peut être mieux refléter les productions agricoles. Peut-être, par exemple, sur l'électricité, d'avoir peut-être plusieurs séries, parce que là, il n'y a qu'un seul IPAMPA électricité hein, pour toutes les productions agricoles. Donc on sait bien, vu la diversité des exploitations, que ce pas du tout les mêmes types de contrats derrière, pourtant, qui sont faits entre une petite exploitation qui a des contrats à moins de 36 kVA ou des très grosses exploitations qui peuvent être sur du AREN, enfin sur des dispositifs complètement différents. Donc là, l'idée, c'est plutôt de comprendre la mécanique de comment c'est calculé, voir si derrière, nous, on est en capacité de réutiliser ou de combiner avec d'autres séries. Hein. Il y a d'autres séries INSEE qui ne sont pas spécifiques de l'agriculture, mais qui peuvent être aussi utilisées, comme les séries des productions industrielles, les IPI. Donc voilà, à voir s'il y a des choses à combiner. C'est des choses qui sont en tout cas regardées et discutées. D'accord, merci pour la réponse et sinon, la dernière question a priori, hein, de cette partie-là. Quid d'un article paru cette semaine, sur le fait que la France ne pourra plus exporter les 11,5 millions de tonnes de blé par rapport à l'utilisation de phosphine, dans les cales de bateaux? Info ou intox? Parce que c'est vrai que c'est une info qu'on a vu fleurir, sur les réseaux, sur différents supports d'information et
et c'était l'occasion d'avoir une réponse Ouais. éclairée. Alors je suis pas du tout, spécialiste. Effectivement, je connaissais même pas l'usage de ce produit, avant que ça explose un peu dans la presse et notamment la presse nationale, hein, c'est pas été que dans la Mmh. presse spécialisée. Donc en fait, dans les précisions qui ont été apportées par l'ANSES, donc en gros pour, ceux qui n'ont pas suivi la question, sur les exportations de céréales notamment, il y a un produit, donc c'est le phosphure d'aluminium qui est mis, enfin qui est utilisé, pour lutter. Alors ça peut être contre, il peut être utilisé pour différentes raisons, ça peut être pour les rongeurs et cetera, mais là, dans les exportations, dans les cargos, c'est plutôt contre les insectes. Et en fait, le phosphure d'aluminium, en présence d'humidité, il peut se transformer en phosphine, qui est un gaz qui peut avoir des conséquences néfastes pour la santé s'il est inhalé. Et donc, l'ANSES en fait a été saisie de remise d'autorisation de mise sur le marché de certains produits de phosphure d'aluminium, de deux produits notamment. Et en fait, la question qu'on lui avait posée, c'était de répondre sur deux produits qui ne sont pas en contact direct avec les céréales. Or, pour certains pays du nord de l'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie notamment, c'est eux, dans leurs conditions de pays importateurs, qui exigent que ce soit traité directement en contact avec les céréales. Et en fait, du coup, l'ANSES a répondu à une question en autorisant la mise sur le marché du phosphure d'aluminium quand il n'est pas mis en contact direct avec les céréales, soit par sachet, soit mis à côté, etc. Et en fait, ça ne répond pas du coup à la question de ces exportations, notamment vers l'Afrique du Nord, où là, les pays importateurs demandent à ce que ce soit directement en Mmh. contact. Et donc, en fait, et l'ANSES a répondu qu'elle n'avait pas eu les éléments sur ces produits-là pour répondre à la question de la mise en contact. Donc, ils n'ont juste pas répondu à une question qui ne leur a pas été posée et pour lesquelles ils n'ont pas eu les éléments pour y répondre. Donc, c'est un peu les feux de l'amour à la française. C'est une information qui explose et puis en fait, il n'y a peut-être pas eu suffisamment de retours, sachant que ça date en fait du mois d'octobre, ça explose que là maintenant, mais en fait, l'avis de l'ANSES, il a été rendu au mois d'octobre et apparemment, il y a eu un certain nombre d'échanges qui avaient été faits entre aujourd'hui et le mois d'octobre. Et ça n'avait pas explosé, on va dire, dans les médias comme ça a explosé là depuis quelques jours. Et là, en tout cas, c'est hier, les ministres de l'Agriculture et du Commerce extérieur ont bien précisé que de toute façon, la France pourrait continuer à exporter, puisqu'en fait, comme la législation européenne permet certaines dérogations, notamment si c'est le pays importateur qui fait ses exigences, hein, donc c'est entre guillemets lui qui est responsable de ce qu'il demande, et donc en fait, il pourra y avoir des dérogations, et donc les exportations pourront continuer. Donc a priori, ça ne devrait, enfin ça fait un peu le buzz, mais ça ne Mmh. devrait pas changer grand-chose en réalité dans les Et au exportations. final, les 11,5 millions partiront bien Oui, oui, et oui. Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire pour enfin, c'est les pays notamment d'Afrique du Nord qui sont très, très importateurs notamment de céréales, en ont besoin. Enfin, je veux dire, de toute façon, ils ne peuvent pas mmh, se passer des importations. Ils sont très, très déficitaires. Ils ont un solde très déficitaire et ils ont absolument besoin de ces importations. Et en plus, ils étaient aussi, comme tous les pays très importateurs, ils ont été très fortement touchés par la guerre en Ukraine et ils dépendent encore plus de pays européens comme la France, qui a toujours été un marché historique pour eux, mais qui a repris des couleurs, on va dire, sur mmh. ces exports-là, parce qu'elle s'est retrouvée plus compétitive par rapport à l'Ukraine et à la Russie, qui ont d'autres difficultés à gérer. Et donc il y a une question qui est arrivée de Guillaume Aimant, qui fait assez bien la transition finalement. Les imports de céréales en UE de l'Ukraine induit une baisse significative des prix dans les pays de l'Est de l'UE. Cela a-t-il une incidence sur les coûts de production des volailles dans ces pays? Pologne, donc on va, je pense y répondre dans les Ouais, quelques alors là, et puis c'est pareil, il y a une actualité extrêmement brûlante. On y reviendra quand on va parler de l'Ukraine, effectivement. Mais là, pareil, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans la presse, c'est sorti hier, hein. Les pays type Pologne, Hongrie, Roumanie, etc., qui subissent de plein fouet en fait les importations de céréales ukrainiennes, vont avoir, la Commission européenne est en train de réfléchir à mettre en place des mesures spécifiques pour les soutenir par rapport à l'afflux de matières premières, à la fois sur les céréales, mais c'est aussi le cas, mais on le reverra, ça, on va en rediscuter ensuite, mais sur aussi la viande de volaille et sur les œufs. Donc effectivement, il y a des mesures spécifiques parce que les pays frontaliers sont les plus touchés et qui sont en plus pour nous les pays qui exportent, enfin notamment la Pologne qui exporte le plus, mais
Ça, on va développer par la suite. Alors, si on donc on attaque le deuxième volet, donc sur la consommation de volaille, donc en France, en Europe. Donc là, pour vous remettre un petit peu les chiffres en tête, une première slide sur la consommation en Europe de viande de volaille par habitant. Donc vous voyez, les différents pays, donc avec le Portugal, l'Espagne, la Hongrie, là, qui sont dans les pays plutôt, très consommateurs. L'Union 27 qui a 27 kilogrammes et la France qui est quasiment, en fait, dans la moyenne européenne, avec, presque 27 kilogrammes. Donc ça a légèrement baissé l'année dernière, toutes volailles confondues. Là, on est bien toutes volailles confondues, mais qui reste vraiment dans des pays, on va dire, dans la moyenne de la consommation européenne. Et puis vous avez tous les autres pays qui sont plutôt en deçà. Si on regarde, en fait, si on cumule en fait la forte consommation, on va dire française, enfin, qui est dans la moyenne européenne, mais fois le nombre d'habitants français, bah, ça fait qu'en fait la France, c'est le premier consommateur de viande de volaille en 2022. Alors de enfin ça se talonne avec l'Allemagne, hein, mais qui ont quand même une population bien importante. Mais vous savez que l'Allemagne consomme d'autres types de viande que la volaille. C'est bien connu et donc c'est pour ça que la France arrive en pole position. Et puis après, si on regarde sur les autres pays, que ce soit Espagne, Italie, Pologne, on est quand même dans des consommations un peu moindres au niveau national, bon, qui est lié à la fois par une consommation des fois qui peut être inférieure, c'est le cas pour la Pologne, légèrement inférieure, et une population plus restreinte, ou alors une consommation supérieure, mais une population qui est également plus restreinte. Donc ça, c'est pour vous présenter au niveau européen. Maintenant, si on regarde en France, les évolutions là sur 10 ans, enfin sur palier de 10 ans entre viande de volaille, viande de porc et viande bovine. Donc vous avez en jaune la viande bovine, en orange clair la viande de porc et en orange foncé la viande de volaille. Et puis vous avez les autres viandes, bovines, etc. La volaille, en fait, gagne des parts dans la consommation française, en fait, au détriment de la viande bovine qui, elle, plutôt en baisse, et puis la viande de porc qui est plutôt à la stabilité. Si on regarde là sur des pas de temps ou sinon, c'est plutôt assez stable, et qui reste la viande de porc, la viande la plus consommée en France. Après, on reverra un petit peu plus en détail, mais en France, même si là, on a perdu, par exemple, un petit peu de consommation de viande de volaille par rapport à l'année précédente, le poulet, par contre, lui, continue de gagner des parts dans la consommation et continue sa croissance chaque année. Et les courbes tendancielles ont plutôt tendance à poursuivre ça pour les années à venir. Toujours sur la consommation, pour vous remettre un petit peu les chiffres en tête, donc ça avait été aussi présenté la fois dernière, mais les choses ont un petit peu bougé depuis. Sur l'inflation, donc là, c'est les présentations des courbes d'inflation, tous produits confondus, hein. Pour la France, en bleu clair, et pour la zone euro, tous les pays de la zone euro en bleu foncé. La France était quand même bien en deçà de l'inflation qu'on connaissait dans les autres pays européens il y a encore quelques mois. Là, finalement, alors elle reste toujours en deçà, mais elle rattrape un peu, on va dire, le niveau de ses voisins. C'était pendant très longtemps la France le pays avec l'inflation la plus faible, hein, de la zone euro. C'est plus le cas aujourd'hui, même si elle reste plutôt dans la moitié des pays avec la plus faible inflation. Mais après, quand on regarde sur la partie alimentation, donc là, sur les chiffres de droite, c'est que sur l'aspect alimentation. C'est vraiment l'alimentation qui est le premier poste inflationniste, quels que soient les pays, et c'est le cas pour toute la zone euro, et c'est le cas aussi en France, avec plus 17,3% en zone euro et plus 15,8% en France. Donc l'inflation est vraiment très très fort sur la partie alimentation. Après, on verra un petit peu plus le détail quand on regarde là sur des séries. Donc ça, c'est un travail qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été produit par France Agrimaire d'après les données INSEE, pour regarder sur un pas de temps long l'évolution d'indice des prix à la consommation. Donc on a retraité les données juste pour regarder sur viande de porc, viande de bœuf et volaille, pour regarder les différents postes d'inflation. Donc c'est en base 100 en 2015. Et en fait, si vous avez la volaille, donc qui est en orange, elle était la viande qui avait connu la moins forte inflation quasiment jusqu'à l'année dernière. Et par contre, il y a eu un effet rattrapage assez fort là, entre 2021 et 2022. Et par contre, sur les autres viandes, bon, elles avaient des évolutions plus fortes les années précédentes, et du coup, le gap a été un peu moins fort entre 2021 et 2022. Et finalement, la viande de volaille, 2022 à 2015, se retrouve avec l'inflation la plus forte, avec quasiment plus 20 points par rapport à la base 100 de 2015. Là,
Autre type de données, donc de source Harris Interactive, un rapport là pour voir un peu les évolutions sur les consommations de viande qui est sorti en mars 2023, donc tout récent, et qui fait suite à une précédente étude qui avait été faite en février 2021. Donc ça permet de voir les évolutions en fait dans les réponses des répondants. Et je pense que ça n'étonnera personne vu le contexte, mais en fait là l'idée c'était de savoir parmi les différents critères qui étaient proposés aux personnes interrogées, quels étaient les plus importants lorsqu'ils achètent de la viande, sur quels critères ils font le plus attention. Et si en 2021 il y avait notamment la provenance qui était le premier critère de sélection, puis le goût et le prix n'arrivaient qu'ensuite, et ben là clairement il y a eu un changement très fort avec le contexte inflationniste, où le prix redevient le premier critère d'achat des consommateurs de viande. Avec, on retrouve quand même, enfin pas très très loin derrière d'autres critères, mais le prix redevient le premier critère d'achat. Je pense que ça c'est extrêmement important à avoir en tête, même si je pense que ça n'étonne personne vu le contexte. Et une autre question toujours de la même source, de Harris Interactive, sur donc le but de ce rapport aussi, c'est de savoir un peu si les gens baissent leur consommation de viande ou pas. Donc là, c'est quelles sont les raisons principales qui ont fait que vous avez diminué votre consommation de viande au cours des 3 dernières années. Donc la question n'est pas tout à fait la même que la précédente, d'où l'intérêt de vous présenter les deux chiffres. Et là, en fait, si les personnes qui consommaient moins de viande arrêtaient d'en consommer ou réduisaient leur consommation en tout cas, ils arrêtaient de le faire, enfin, ou ils diminuaient leur consommation pour des raisons de santé notamment, de questions de bien-être animal, questions d'environnement, etc. Et ben là, ces 3 critères-là qui étaient assez prépondérants en 2021, en mars 2023, et ben là, sans équivoque, c'est vraiment si les gens consomment moins de viande, c'est surtout pour une question de coût de la viande. Donc ça devient la première raison de baisse de consommation, au-delà, on va dire, de motivation, soit éthique, environnementale ou d'autres aspects. Donc si on regarde maintenant la consommation, donc ça, c'est les sources Kantar pour FranceAgriMer. Donc la consommation des achats de ménages, donc alors il y a eu une petite, on a redemandé si on pouvait utiliser les données puisqu'il y a eu des petites problématiques, on va dire, avec Kantar qui sont en train d'être résolues. Donc voilà, on peut représenter, mais on n'a pas forcément pu vous mettre tous les éléments à ce niveau-là. Donc sur les évolutions des achats, donc vous avez sur le graphique de gauche les évolutions de volume qui sont en orange clair et les évolutions de prix qui sont en orange foncé. Donc on a des évolutions de prix qui sont entre 9 et 11%, on va dire quasiment sur tous les segments, que ce soit du poulet pack, enfin poulet là c'est tout confondu, quelles que soient les espèces et quels que soient les modes de production, on a quand même des choses assez importantes. Un peu moins sur les SICO, alors on ne part pas du même prix de base, mais les évolutions sont un peu moins fortes sur les SICO. Et par contre, vous avez sur les volumes, alors bien sûr, le canard, il y a l'effet IHP, clairement, manque de disponibilité, donc une forte baisse. Et puis après, pour le reste, c'est soit des baisses de consommation, soit des baisses aussi qui peuvent être liées à une baisse de disponibilité ou parce que des problèmes de coût. Et quand on regarde sur le prix de vente consommateur, c'est intéressant quand même de regarder parce que donc en volaille, il y a eu quand même des fortes hausses de prix, que ce soit d'ailleurs sur l'œuf, on le reverra aussi demain pour le webinaire œuf avec plus de détails, mais aussi en volaille, en poulet notamment, etc., en filet de poulet. Finalement, on reste quand même, le poulet et les œufs restent, malgré l'inflation assez forte, restent plus abordables, restent dans les protéines animales les plus accessibles encore pour le consommateur quand on regarde le prix en euros au kilo. Donc ça, c'est quand même un atout pour les filières avicoles. Alors, par contre, quand on regarde, donc si la consommation est plutôt assez stable, enfin en tout cas tirée par le poulet, plutôt en baisse chez les autres, mais globalement, du coup, on est à peu près quand même relativement stable. Par contre, c'est le taux d'importation qui continue de croître avec le seuil symbolique et ça a été pas mal repris aussi, ce franchissement de seuil là de 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un poulet sur 2 consommé en France est importé. Et donc ça, c'est quand même une problématique, notamment en période où on parle énormément de souveraineté alimentaire, d'avoir un poulet sur 2 qui est apporté en France.
Alors il y a un effet, un peu là, conjoncturel, IHP, spécifique avec le manque de disponibilité, mais on voit bien que c'est structurellement, il y avait de toute façon une tendance à l'évolution, donc il y a d'autres critères de compétitivité ou autres qui expliquent, qu'on arrive à ce seuil-là. L'IHP a peut-être juste un peu accéléré les choses. Et donc si on regarde maintenant la répartition entre production et consommation de poulet par type, c'est-à-dire, quel type de poulet on importe et quel type de poulet on consomme. Donc en fait, là vous avez l'évolution pareil en 10 ans, enfin en gap de 10 ans, 2002 à 2012 et 2012 à 2022. Et on voit bien en fait que la part de poulet standard augmente, mais dans la part de poulet standard, en fait, c'est surtout le poulet import qui augmente fortement, puisque le poulet import, du coup, arrive à 50%, ce qu'on venait de voir sur la diapo précédente. Et par contre, sur les productions françaises, eh ben, le standard est plutôt à la peine, on va dire, par rapport à ce qu'il avait pu être par le passé. Et puis, les productions label rouge et bio également se retrouvent avec des volumes moindres de ce qu'on a pu connaître. Et donc, il faut retenir au total que le standard, c'est 85% de la consommation française actuellement, et qu'en standard, c'est aussi, enfin là, on aurait pu mettre un autre graphique pour le présenter, mais c'est vraiment la RHD aussi qui explique ce fort taux d'importation. On a quand même beaucoup moins de produits importés en distribution qu'en RHD. En RHD, c'est quasiment entre 75 et 80% qui est importé. Voilà. Donc, merci pour cette partie consommation de volaille. Donc, on a 2 questions au niveau du chat. L'une qui porte sur les chiffres de consommation de viande de volaille par habitant et par an. S'agit-il de viande commercialisable ou bien de poids carcasse? C'est la méthode par bilan. Donc en fait, on regarde toutes les productions, on rajoute les importations, on enlève les exportations, et on divise par le nombre d'habitants. Donc c'est les consommations par bilan. Je sais pas si ça Mais répond. après, oui, je sais pas non plus. Mais parce que c'est vrai que, au final, du coup, ça revient au poids carcasse, du coup, parce que quand on Oui, parle oui, de après, on chiffres en regarde import, c'est le poids en carcasse. tonnes équivalent carcasse, ouais, donc après, Ouais, ça c'est revient ça. au niveau carcasse. Et sinon, oups là, ah oui, donc il y a Mohamed qui confirme bien, c'est en poids carcasse, effectivement. La forte hausse du prix au détail de la viande de volaille n'est-elle pas induite par un mix de la conjoncture actuelle, inflation, IHP, aliments, énergie, matières premières? Bah, si, tout à fait, bien sûr. De toute façon, c'est toujours un peu multifactoriel, mais effectivement, quand, là, il y a une inflation un peu globale, un prix de l'aliment qui fait que le coût de production, le coût de l'énergie aussi qui augmente, qui fait que tout ça, impacte sur le prix. Et puis, effectivement, quand il y a en plus des problèmes de disponibilité qui se posent, bah, ça forcément, enfin, l'offre et la demande, s'il y a moins d'offres forcément, et que la demande, on voit, elle est quand même toujours plutôt, alors en tout cas sur le poulet, c'est moins vrai, on l'a vu sur les autres espèces, mais sur le poulet, elle continue quand même à tirer. Effectivement, ça a forcément un impact sur le prix. Mmh. Et du coup, j'en profite pour poser la question maintenant par rapport aux histogrammes de la filière volaille de chair en Europe que tu présentais tout à l'heure. Comme tu disais, les viandes de volaille substituent la partie bœuf, et est-ce que c'est uniquement tiré par le poulet ou est-ce qu'il y a une autre espèce qui se détache également? A priori, je pense qu'on a la réponse. Ouais, bah, là, clairement, c'est le poulet. Alors dans les autres pays européens, enfin déjà, pour rappel quand même, c'est que la France a quand même cette particularité d'avoir beaucoup d'espèces et de modes de production. Enfin, c'est souvent ce qui est mis en avant, hein, c'est sa richesse, sa diversité, qu'on retrouve pas dans les autres pays, enfin pas avec ce niveau-là en tout cas de différenciation. Mais en fait, la France, comme les autres pays, en fait, c'est le poulet qui tire la conso. Et en plus, le poulet, on l'a vu, notamment en RHD, etc., il y a quasiment, enfin, c'est très, très, très fortement le poulet qui tire. Si on regarde la différence entre la consommation à domicile et la consommation RHD, c'est le poulet qui tire, mais le poulet qui tire via la RHD, quoi, hein. Donc, la consommation à domicile, elle n'a pas la même dynamique du tout. Alors, hormis l'épisode Covid et confinement, etc. Mais là, le retour, on va dire, un peu aux fondamentaux, c'est plutôt la RHD qui continue de tirer la croissance de la volaille, et notamment par le poulet, quoi. Et au final, c'est vrai que quand il y aura quand il y a les prospectives économiques, par rapport à la volaille globale, au final, on reflète beaucoup ce qui se passe au niveau du poulet, finalement. Si on devait faire les courbes avec uniquement le poulet, on Tout à retirerait fait. Ouais, tout à fait.
Là, c'est vrai que ça Et masque du coup comment ah dire? ouais. Cet écartement, qui se produit entre le poulet et les autres espèces. Mmh. Et notamment sur la Et dinde, qui était quand même mmh, une espèce très consommée et qui a vu ses parts de marché, bien diminuer quand même ces dernières années. Au-delà des aspects canard et cetera, qui est aussi une spécificité un peu française, mais qui a aussi là vraiment l'IHP, enfin la dinde est d'ailleurs aussi bien touchée par l'IHP, mais là c'est plus structurellement où il y avait déjà des baisses de consommation avant les épisodes, grippe aviaire, quoi. mmh. Et donc tu fais bien d'être sur cette diapo parce qu'il y avait une question sur comment évolue la conso de viande entre 2002 et 2022 en quantité. Donc là, Alors là, j'ai pas remis, mais il y avait pareil une étude de FranceAgriMer là sur la consommation des produits carnés que j'avais présentée la fois dernière, qui montre bien qu'entre 2002 et 2012, on avait plutôt quand même une tendance globale, hein, si on regarde toute consommation de viande confondue, c'est-à-dire porc, bœuf, volaille, on avait plutôt une légère, décroissance. Mais depuis 10 ans, on est plutôt à la stabilité et c'est à l'intérieur, de la répartition entre les viandes, donc c'est plutôt cette diapo ici, là, c'était en pourcentage, mais si on regarde 2002-2012, donc on aurait plutôt une petite baisse. Par contre, entre 2012 et 2022, on est sur un plateau, ça ne baisse plus. Mais par contre, c'est la répartition entre les viandes qui change avec augmentation de la volaille et diminution du bœuf et le porc qui reste à peu près stable, quoi. et sinon concernant l'indice des prix à la consommation, qu'est-ce qui explique cette remontada très importante, pour pas dire surprenante de la viande de volaille par rapport aux autres viandes? C'était très marqué sur, le graphe que tu nous as présenté. Sur Vous ça, avez sur l'indice des prix, ouais, c'est ça? Bah alors là, c'est une bonne question. Enfin, je pense que sur la volaille, bah, ça a été un peu dit là dans les différents facteurs qui expliquent la hausse des prix, c'est qu'on a eu à la fois la conjoncture, enfin, il y a l'inflation pour tous les produits, mais en plus, il y a l'IHP quand même sur la volaille qui fait qu'il y a encore moins de disponibilité, qui fait que si on veut, enfin, pour les distributeurs ou enfin pour tous les acheteurs qui ont dû acheter de la volaille, bah, s'ils voulaient avoir de la volaille, bah, ils ont été obligés, on va dire, de s'aligner pour avoir du produit. Et donc, je pense que la volaille, là, sur en tout cas 2021-2022, est sûrement une des filières qui a réussi à mieux faire passer les hausses qu'elle avait par rapport aux autres, d'où une remontée plus forte. Et puis, rappel aussi, c'est que dans la volaille, la partie aliment, elle pèse énormément, hein. Et donc, bah, si l'aliment augmente très fortement, bah, le coût de production de la volaille augmente dans les mêmes proportions. Et du coup, il y a nécessité aussi de répercuter cette hausse des coûts derrière, quoi. et sinon, donc on a un triste passage de cap des 50 pour les importations. Comment se répartissent ces volailles importées sur le marché français? Car effectivement, donc comme tu le disais dans la diapo, 75 de la volaille RHD, et de l'industrie standard sont importées, mais ça représente pas 100 des importations qui sont dans ces 75 de la RHD. Donc, est-ce qu'on a une idée de comment ça se répartit? Bah, en fait, là, on verra peut-être après tout à l'heure sur les pays. Donc déjà, il faut rappeler quand même que sur les importations en France, on importe surtout de nos voisins européens. On parle beaucoup des pays tiers, on verra, on fera le focus sur l'Ukraine, etc. Mais en fait, en France, on importe surtout de nos voisins européens. Alors après, ça peut être du import et export, notamment de Belgique, Pays-Bas, qui importent eux d'autres pays qui nous renvoient la viande de volaille. Mais du coup, en fait, effectivement, il faut bien garder ça en tête. On a des fois l'impression qu'on importe directement depuis l'Ukraine ou le Brésil. C'est pas le cas pour la France. Ça peut être le cas pour d'autres pays européens. C'est pas le cas pour la France. Donc le pays duquel on importe aussi le plus, c'est la Pologne, hein, qui est le premier. Mais ça, on verra les chiffres tout à l'heure. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, quand on fait enfin, label rouge et bio, bah, c'est quasiment que enfin, c'est très français comme marché. Enfin, le label rouge, c'est même une spécificité française. Le bio, on peut en avoir dans d'autres pays, mais le label rouge, c'est une spécificité française. Donc, tout ce qu'on va consommer pour du standard, donc ça peut être la RHD, mais ça peut être aussi dans les élaborés de volaille qu'on peut retrouver aussi là pour le coup en distribution. Ça peut être pour certains charcuteries de volaille également. Et donc là, par contre, on peut avoir du standard, et le standard, du coup, il peut être importé puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de spécificité française pour le standard, bien au contraire. Même s'il y a quand même des cahiers des charges spécifiques entreprises, hein, qui peuvent exister du standard plus. Mais sinon, sur tous ces produits-là, bah, ça peut être du produit importé. Pour le label rouge et le bio, on va dire, les frontières sont quand même plus. C'est plus difficile d'importer. Enfin, en tout cas, c'est pas la volonté d'importer ce type de produit, quoi. C'est vraiment une spécificité française.
Et justement, tu as répondu en partie à la question, de Dominique Chavac qui était: «Avez-vous une répartition de la consommation de viande de poulet en fonction du type de production, standard national et importé, certifié label et bio en Pologne et en Allemagne?» Et c'est vrai que nous, on a la partie label déjà qui est spécifique, chez nous, donc Ouais. on n'a Bah, en pas fait, beaucoup il de faut se dire, segmentation c'est très que sur forte. les autres pays, enfin, par exemple, quand on est sur les pays, bah, type Pologne et cetera ou d'autres même pays européens et encore plus si on part sur des pays tiers, bah, ils ont en gros, une filière, quoi. Une filière standard et c'est la seule, présente, quoi. Ils ont pas, autant de segmentation que ce qu'on peut avoir nous, quoi. Et puis après, là, je vois que Mohamed avait remis aussi, mais c'est important de rappeler aussi Oui, qu'il y a la question de l'équilibre matière, c'est-à-dire que ce qu'on apporte aussi, surtout, c'est du standard, certes, mais c'est du filet, parce qu'en fait, tous les produits qu'on consomme, c'est plutôt du filet. Et par contre, on peut être des fois, comment dire, exportateur de matières type les pâtes, les croupions, les coux, etc., qu'on ne consomme pas, enfin, qui ne sont pas dans nos habitudes alimentaires et qu'on ne sait pas consommer sur le marché français, quoi. Et donc, par contre, on apporte, mais ça, on le reverra dans les chiffres qui suivent, mais c'est vraiment du filet qui est le produit qui est importé, quoi. et justement, on remarque qu'il y avait, la viande de volaille est aujourd'hui très chère, cela risque de pénaliser sa consommation et de favoriser, le porc. Après, il faut Bah, là, effectivement, en fait, pour l'instant, ça, on va dire, ça se voit pas encore, en tout cas, mais là, sur les premiers mois de 2023, c'est un peu ce qui est regardé de scruter de très, très près. C'est est-ce que parce qu'il y a un peu aussi des fois des seuils psychologiques qui peuvent être franchis, on reverra aussi demain pour l'œuf et du coup, si on franchit certains seuils et bah, effectivement, est-ce qu'à un moment, il peut pas y avoir des substitutions, qui se font puisque, bah, là, en viande, c'est encore plus fort, hein, parce que dans l'œuf, c'est un peu moins substituable, mais sur la viande, c'est vraiment clairement substituable, notamment entre viande blanche et donc mmh, effectivement, c'est quelque chose qui est regardé de très près. mmh. Bah, c'est il y a le côté substituable, et il y a aussi une partie chez nous, on voit bien entre un filet, en découpe et élaboré qui est la demande du consommateur, on a quand même un gap de prix très important entre du standard et du label, et pourtant le label, même si on voit bien ils ont pas le vent en poupe, continue de fonctionner quand même. Donc il y a quand même une partie de la population qui restera sur Tout à ces fait, oui, oui, oui. Oui, oui, bah, oui, oui, c'est tout l'avantage de la segmentation, c'est qu'il y a certaines parties des consommateurs qui peuvent des fois descendre de gamme, de passer du bio au label, par exemple, ou ce genre de choses, mais qui sont quand même attachés à des produits, enfin, comment dire, de mode de production un peu différenciés et de mmh. qualité différente, quoi. Ça, il y a pas d'étude qui est prévue sur, justement, parce que là, on est vraiment sur des problématiques d'arbitrage, sur des prospectives d'arbitrage du consommateur. Ça, c'est pas des choses qui sont envisagées par, les Bah, filières? alors là, il y avait plein d'études, c'était plutôt sur, la montée en gamme, mais Mmh. on va dire avec tout ce qui est en train de se passer, c'est de se dire: «Est-ce que la montée en gamme est la seule voie possible?» Et là, c'est vrai que ça rebat pas mal les cartes en ce moment bah, sur ce qui est en train de se passer. En gros, est-ce qu'il faut continuer à monter en gamme, dans nos pays en se disant: «On sera jamais aussi compétitif sur le standard que d'autres pays?» Mmh. Mais là, c'est clairement les choses sont en train de se passer complètement différemment puisqu'on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui sinon ne pourrait plus consommer, certains produits, certaines viandes et cetera bah, si les prix, sont trop élevés, pour, qu'elles puissent se les permettre. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a besoin de couvrir un peu, les différents segments pour, les différents segments des consommateurs, quoi. Mmh. Et justement, donc dans la même thématique, on va dire, est-ce que la réglementation européenne qui visait d'avoir 25 de surface agricole, et donc implicitement aussi pour l'alimentation en 2030, est, donc j'imagine, enfin, est toujours d'actualité et pourrait influencer les productions de volailles? Donc En sur la bio. partie bio, donc après c'est ce qu'on voyait dans le graphe, que tu montrais sur la répartition de production et de consommation de poulet. Enfin, c'est assez parlant, je pense que là, tout ce qui est développement, ça risque de ralentir, voire de se stopper, quoi. Bah, oui, sur la bio, on va dire tous les objectifs, ambitieux qu'il peut y avoir, bah, sont quand même bien mis à mal par la réalité économique du moment. Alors après, les acteurs de la bio, comment dire, ont plusieurs, cordes à leurs arcs et vont défendre un peu quand même les politiques publiques, qui étaient parties, dans ce sens-là. Donc, tout n'est pas plié, hein, mais là, clairement, ça fout quand même un sacré, une sacrée, coup d'arrêt, au développement de ces filières,
par rapport à la question purement économique, quoi. Puis on l'a vu, hein, il y avait les questions environnementales, bien-être animal, dont on parle énormément. Finalement, quand il y a le prix qui est là, sont relégués quand même au second plan derrière le prix. Le prix redevient le premier critère. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ces questions-là restent d'actualité, les autres questions, mais quand il y a le prix qui explose, forcément, le reste passe un peu quand même en second plan. Mmh. Alors après, pour répondre à cette question précisément, tant qu'il n'y a pas la puissance publique n'a pas dit qu'elle allait arrêter, après, enfin qu'elle allait changer en fait son fusil d'épaule par rapport à ces productions-là. Après, on l'a bien vu, hein, dans les cantines et cetera, là, à la rentrée, Mmh. scolaire, de tenir les engagements qui étaient pris, sont plus compliqués dans un contexte, tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est sûr que ça met un coup d'arrêt, à ces développements-là. Après, est-ce que c'est définitif? Je n'irai pas faire de conclusion hâtive. Je pense qu'il pourrait y avoir un rebond, mais en tout cas, là, dans les années qui viennent, là, tout de suite, c'est sûr que ça stoppe assez brutalement, quoi. Mmh. D'accord, donc pour le moment, il n'y a plus de questions sur, cette partie, donc je te laisse poursuivre la présentation. Et donc maintenant, on va attaquer le marché européen de la viande de volaille. Alors, il y a certains éléments dont on a déjà commencé, en fait, à discuter, là, dans les questions, dans les échanges. Donc déjà, il y a quand même le rappel que, bien sûr, ce qui se passe en France sur l'IHP, bah, il y a pas qu'en France qui est concerné. Alors là, on a mis d'ailleurs l'Union européenne, mais c'est vrai aussi dans d'autres parties du monde. Enfin, c'est vrai d'ailleurs, tous les continents, peuvent être, enfin, sont touchés par l'IHP. Alors là, vous avez, les dernières cartes, de la plateforme ESA là, qui recense les cas en rouge les cas, en faune sauvage et puis en bleu dans les élevages. Donc effectivement, on voit que la France est particulièrement touchée et notamment, le Pays de Loire, la Vendée militaire, là, la Vendée et ses départements limitrophes, mais aussi des cas en Bretagne, et cetera. Donc la France est fortement touchée, de loin le plus touché, mais n'est pas le seul et loin d'être le seul pays, concerné. Donc ça va avoir des impacts, quand même sur l'ensemble de la production européenne et mondiale. Si on regarde justement au niveau de la production sur l'Union européenne, donc à gauche, vous avez les côté abattage et à droite la production. Donc déjà, première chose, on voit que la Pologne a été, un peu touchée, mais moins fortement que d'autres pays par, l'IHP. Et on voit qu'en tout cas entre 2022, donc là, le dernier, histogramme le plus à droite là et 2021, elle a retrouvé, clairement, enfin elle a même dépassé son niveau de 2020. Donc en fait, avec 7,5 de croissance, elle retrouve des niveaux d'abattage, très élevés et redevient, elle était toujours, mais comment dire? Elle a un leadership qui est sans réel challenger en Europe, puisqu'en deuxième position, on a l'Espagne, mais qui est sur des niveaux de croissance qui n'ont rien à voir. La France, bah, qui a été, le pays, bien impacté par l'IHP, donc là, on retrouve des -8,7 et puis il y a l'Italie, hein, qui est un peu dans les mêmes ordres de grandeur, enfin, voire même encore un peu plus touchée que la France et qui baisse plus. On va dire dans les acteurs majeurs européens, c'est ça qui est en train de se passer. Et si on regarde sur la production, donc là, à gauche, c'est toute viande de volaille, à droite, on est que sur la viande de poulet. Mais on voit que c'est très corrélé puisque le poulet, trust de toute façon de la viande de volaille. Et bah, donc on retrouve la Pologne quand même en forte croissance et puis pareillement, on retrouve la France et l'Italie qui sont touchés, même si la France, on voit que c'est moins 2,5 puisque le poulet résiste relativement mieux, on le verra tout à l'heure quand on fera le focus sur la France, que les autres viandes de volaille. Et donc au total, sur les abattages de viande de volaille au niveau, Union européenne à 27, on serait à moins 0,6 donc quasiment à une stabilité, on va dire, entre 2022 et 2021. Et sur le poulet, on a moins 0,8 donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, mais ce qui s'explique aussi par le fait que le poulet est très largement majoritaire et donc ce qui se passe dans le poulet impacte directement ce qui se passe dans l'ensemble des filières volailles. Si on regarde du coup au niveau des cotations, donc là à gauche vous avez la cotation du poulet vivant pour Belgique, Pays-Bas. Donc la courbe rouge, c'est celle de 2023, et puis la noire, c'était celle de 2022. Et donc, alors, autant on va dire là, on revient à peu près au niveau de 2022 là sur les derniers mois de 2023, enfin les mois actuels là. Par contre, sur 2 ans, on a quand même plus 46%, donc ce qui est quand même
très conséquent comme hausse, par rapport à ce qu'on pouvait connaître les années précédentes. Et si on regarde là sur différents, les prix de la viande désossée par différentes origines de différents pays, que ce soit du Brésil, de l'Ukraine, la Thaïlande ou, de la Pologne, rendu Pays-Bas, Allemagne, on voit quand même qu'il y a eu, un très gros pic là sur 2022, qui a un peu redescendu depuis. Et notamment, c'est sur le filet, hein, c'est sur le filet que la tension était la plus forte, puisque c'est le produit qui est le plus recherché et qui a des difficultés à avoir de la disponibilité. Quand on regarde donc le commerce, rappelle, hein, le commerce européen, il est surtout intra-européen avant d'être avec les pays tiers. Donc sur le commerce intra-européen en volaille de chair, bah, du coup, on retrouve la Pologne qui est en tête. Par contre, là, on retrouve d'autres pays, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, et donc notamment Belgique et Pays-Bas, qui sont surtout en fait des imports réexports, hein, donc importés, là par contre, ça peut être importé de pays tiers et réexporté vers leurs voisins européens, après avec des fois un processus de transformation entre deux. Donc c'est pour ça qu'on retrouve là d'autres pays qui en production ne sont plus enfin, ne sont pas au même poids que la Pologne notamment, mais qui en échanges commerciaux, là par contre pèsent énormément. Et donc notamment on voit les Pays-Bas avec plus 11,1%. Donc les Pays-Bas restent un pays énormément tourné vers les exportations vers ses voisins européens. Là maintenant, quand on regarde les importations de volailles de chair depuis les pays tiers, donc pas intra-européens, mais depuis les pays tiers, donc on parle toujours de l'Ukraine, on reviendra parce qu'effectivement, relativement, c'est extrêmement fort ce qui se passe. Mais si on regarde en volume et en valeur absolue, le Brésil reste de très loin le premier pays qui exporte vers l'Union européenne. Et quand on regarde sur le 2022 par rapport à 2021, c'est plus 29%, donc c'est plus 100 000 tonnes, si on regarde même sur 2 ans, de volailles de chair d'origine Brésil qui sont arrivées en Union européenne. Donc c'est extrêmement important. Donc le Brésil est de très très loin le premier pays. Alors c'est pas le cas d'ailleurs que pour l'Union européenne, c'est de très loin le premier pays exportateur au monde de viande de volaille. Pour l'Ukraine, dont on parle énormément, c'est surtout parce qu'en fait les évolutions sont très fortes, parce qu'il y a le Royaume-Uni qui est plus élevé, mais on va dire c'est plus historique et c'est plus, enfin les évolutions vont pas dans le même sens. Sur la Thaïlande, c'est pareil, c'est historique et puis ça reste très important, mais les évolutions sont aussi assez stables. Par contre, sur l'Ukraine, c'est le gap entre 2021 et 2022 qui est important, puisqu'avec plus 67% d'exportation vers l'Union européenne, donc plus 40 000 tonnes en 2 ans. Et ça, on va vous l'expliquer plus en détail après, si je ne m'abuse. Je vous en détaillerai après du coup pourquoi en Ukraine ce qui se passe. Si on regarde maintenant les exportations mondiales au niveau volaille de chair, pour vous remettre un peu le poids des acteurs, des pays acteurs, ce qu'on disait à l'instant, hein, le Brésil, vous voyez, est de très très loin le premier pays exportateur de viande de volaille. Donc en fait, ce qui se passe pour l'Union européenne, c'est vrai en fait pour plein d'autres marchés. L'Union en 27 était aussi un ensemble de pays très exportateurs, mais qui est plutôt en baisse, lié à tout ce qu'on vient de dire sur l'IHP notamment. Et puis après, il y a le Royaume-Uni aussi qui n'est pas en reste en termes d'exportation. Et puis la Thaïlande, qui est aussi un des pays majeurs. Les États-Unis, finalement, alors ça pèse, ça pèse en volaille, mais c'est quand même beaucoup pour leur marché intérieur. Et après, il y a des marchés historiques sur lesquels voilà. Bon, après, Mohamed dit sur les États-Unis, il doit y avoir une coquille aussi, donc ça devrait être plus élevé que ça. Sur le focus sur l'Ukraine, pourquoi en fait on parle beaucoup de l'Ukraine? Donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer sur l'Ukraine. Alors vous savez bien sûr qu'il y a la guerre en Ukraine, voilà, mais il y a aussi les accords spécifiques qu'on va détailler. Donc si on regarde en fait les exportations, donc là à gauche vous avez les exportations ukrainiennes de viande de poulet vers l'Union à 27 et vers les pays, tout pays tiers à droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Ukraine, en fait, même si ses exportations totales sont en baisse, les exportations vers l'Union européenne sont très, très fortement en hausse. Parce qu'en fait, l'Ukraine en fait, redirige ses exportations vers l'Union européenne. Pour plusieurs raisons, bah, notamment parce qu'il y a les droits de douane, on va y revenir, qui ont été supprimés là, pour 1 an, et puis avec la volonté de la Commission européenne de renouveler cette suspension de droits de douane pour 1 année encore.
Donc forcément, ça aide. Et puis aussi le côté logistique, c'est-à-dire c'est aux portes de l'Europe, et puis c'est l'Europe qui essaye au maximum de réouvrir les voies maritimes et les voies de marchandises. Et donc du coup, forcément, ça aspire un peu les volumes qui sortent de l'Ukraine. Alors c'est vrai pour la volaille, mais c'est vrai d'ailleurs pour les d'autres matières premières. Et quand on regarde sur les pays tiers, effectivement, même si l'Ukraine était déjà sur des volontés d'exportation bien avant la guerre, là, en fait, depuis la guerre, on voit que sur les autres pays, elle est plutôt en décroissance, même si ça reste des montants quand même assez élevés, et elle exporte aussi historiquement vers certains marchés. Alors pourquoi on parle tant de l'Ukraine? J'ai commencé un peu à le dire, mais donc du coup, c'est un grand pays producteur de poulet. En 2021, c'était le 5e exportateur mondial avec 450 000 tonnes de volailles qui étaient exportées. Et dans les 450 000 tonnes, il y a 400 000 tonnes qui sont exportées par la société MHP, qui est détenue là par, on vous a mis la photo à droite de Wikipédia, de Yuri Kozyuk, qui est un oligarque ukrainien. Et donc c'est ça qui est un peu, qui pose un peu question, c'est-à-dire que ça ne sert pas forcément l'Ukraine, ça sert en tout cas un oligarque ukrainien et pas forcément le reste du pays. Il y a cette question de l'accord de libre-échange qui était déjà réfléchi avant la guerre en Ukraine, qui avait été mis au 1er janvier 2016 à titre provisoire, puis qui était entré en vigueur au 1er septembre 2017. Et là, il y avait à terme un contingent de 40 000 tonnes qui devait pouvoir être exporté vers l'Union européenne sans frais de douane. Mais suite à la guerre, il y a eu une suppression des droits de douane totale, donc à 0%, comme vous préférez, qui a d'abord été mis pour une période du 4 juin 2022 au 5 juin 2023. Donc on est encore dans cette période-là pour l'instant. Et ce qui fait un peu tiquer, on va dire, notamment les éleveurs européens, enfin français, mais européens aussi plus globalement, et notamment aussi des pays d'ailleurs voisins, comme la Pologne, les pays voisins de l'Ukraine. C'est la proposition de la Commission européenne le 23 février, donc c'est tout récent, là, de prolonger d'1 an la suspension des droits de douane. Donc c'est-à-dire qu'au 5 juin 2023, on reprolongerait d'1 an cette suspension des droits de douane. Et là, c'est pour. Alors, il y a des consultations qui sont d'ailleurs pas complètement terminées, qui sont faites là, mais c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est de savoir est-ce que ou pas cet accord va être prolongé, et s'il est prolongé, de savoir réellement les conséquences que ça peut avoir sur les filières européennes et françaises. Alors, si on regarde maintenant sur les perspectives 2023, donc alors au niveau européen toujours, sur la production, on serait à 13 500 milliers de tonnes, donc c'est moins 0,6%, c'est le chiffre qu'on vous présentait tout à l'heure. Sur les exportations, par contre, du coup, par conséquent, moins d'offres, du coup, on exporte moins, donc moins 12,6%, et par contre, une hausse des importations. Et tout ça, quand même, qui est drivé par une consommation qui serait plutôt toujours sur une tendance haussière et tirée par le poulet, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Donc les hypothèses globales, un retour progressif de la production en 2023, une croissance plus soutenue en Europe de l'Ouest, mais en fait, pourquoi plus soutenue en Europe de l'Ouest? C'est surtout par rapport à l'année précédente où il y avait l'IHP qui était plus forte, et consommation dynamique profitant aux imports des pays tiers, notamment Ukraine et Brésil, dont on vient de parler. Alors juste, je vois qu'il y a une question. C'est bien 2022 sur 2021. On a juste rajouté 2023, mais on n'a pas mis de chiffres précis sur les exportations, c'est juste les flèches, on a mis un peu les tendances. Et Mohamed va vous corriger la partie USA, puisqu'effectivement, il y a eu une coquille, parce que c'était le 2e pays exportateur, donc là, il y a une coquille sur la diapo qu'on va vous corriger. Donc, voilà. Donc, nouvelle session de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette partie marché européen de la viande de volaille. Donc, concernant les échanges intra-EU en volaille de chair, vu qu'il y a du réexport des Pays-Bas et de la Belgique, si on se penche sur les importations de ces pays, d'où proviennent les volailles qu'ils importent et potentiellement qui nous renvoient, en fait, parce que du coup, ça minimise nos imports, nous, Français, des pays tiers, finalement. Tout à fait. Alors là, c'est la grande question, c'est-à-dire qu'on a un peu du mal des fois à pouvoir suivre jusqu'au bout d'où la provenance de ces différents produits. Donc en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les pays tiers, type Brésil et Ukraine, qui exportent vers nos voisins nord-européens, et qui après peuvent effectivement réexporter vers le reste de l'Union européenne. Donc effectivement, ça peut poser question sur l'origine qu'on peut
perdre un peu au fil de l'eau sur des produits d'origine UE, parce qu'on ne sait pas exactement d'où la provenance pouvait être avant. Ce qui n'est pas le cas quand on consomme la filière française, où on est sûr que ça a été fait de A à Z en France, forcément. Donc ça, effectivement, c'est une grande question, hein. C'est un peu un des débats que les professionnels, des questions que les professionnels défendent beaucoup. Donc ça, c'est effectivement voilà, une des problématiques. Et après, effectivement, il faut bien avoir en tête qu'en fait, autant on connaît bien les flux entre l'Union européenne et les pays extérieurs, mais après, à l'intérieur de l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le but du marché unique, hein, c'est que les marchandises puissent circuler le plus facilement possible. Donc après, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des seuils aussi de déclaration qui ne sont pas forcément les mêmes, de déclaration obligatoire. Donc sous certains volumes, il y a des choses où on n'a pas besoin de déclarer. Donc c'est un peu plus compliqué après de garder la trace à l'intérieur de l'Union européenne. Bah, d'autant plus, comme précise Dominique Chavat, ne pas oublier que MHP est déjà présent en Europe, en Slovénie, via l'acquisition de la société Perutinina. Et je crois que tu me disais Lituanie aussi. C'est pour les œufs, Lituanie, ouais. Ah oui, Lituanie, c'est pour les œufs. Ouais. Du coup, ouais, en volaille de En fait, chair. oui. En fait, et puis bon, on l'a dit, hein, c'est une société cotée à la bourse londonienne, si je ne m'abuse, avec le siège social est à Malte. Donc elle a déjà, elle a déjà fait son trou en Europe, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça pose un peu question sur, c'est ce que, entre guillemets, les éleveurs européens et français font écho, c'est-à-dire, est-ce que ça aide réellement le pays si c'est pour une société qui est ukrainienne, certes, mais finalement qui est détenue par un oligarque. Donc voilà, c'est toute la question. Mais pour l'instant, en tout cas, alors la Commission européenne, pour l'instant, a l'air quand même de vouloir renouveler cet accord de suspension des droits de douane pour l'année à venir. Et donc tout à l'heure, on en parlera des accords historiques pour les exports, pour le coup, pour la France, avec la partie Afrique subsaharienne et Afrique du Moyen-Orient plutôt. Et parce que là, Dominique Chaval t'indiquait, MHP vient de signer un accord avec la société saoudienne Tania Food Group pour produire un poulet localement. Quelle pourrait être la conséquence sur le marché du poulet en export en France, justement? Donc là, on grignote un petit peu sur le sujet suivant. Oui, bah, ça, c'est difficile de répondre à cette question, parce que effectivement, ça vient juste d'être signé. Mais en fait, c'est ce qui est certain, c'est qu'ils ont des capacités d'exportation extrêmement fortes. Après, rappelle aussi, on verra la différence avec les œufs demain, c'est que la production en Ukraine de poulet, en plus, elle est quand même peu touchée par le conflit par rapport à ce qui est c'est un peu différent quand même dans ce qui se passe sur l'œuf. Donc globalement, les capacités de production, alors c'est plus des fois les capacités logistiques à faire sortir les marchandises du pays, mais les capacités de production sont, comment dire, c'est pas neutre, mais ça reste un pays avec des grandes capacités d'exportation. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Et effectivement, comme la route, elle est dirigée vers l'Union européenne, forcément, ça bouscule l'Union européenne. Alors après, là, on va voir aussi ce qui va se passer au niveau européen, puisque je le disais tout à l'heure, alors c'est plutôt sur les céréales, mais ça pourrait aussi concerner la viande de volaille et les œufs. Mais sur les céréales, les pays frontaliers de l'Union européenne, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, tous les pays qui sont vraiment proches Ukraine, tapent un peu du poing sur la table, parce qu'ils en subissent les conséquences. Et puis on a vu, la Pologne, qui exporte quand même beaucoup vers ses voisins européens, ne veut pas non plus se faire voler les marchés qu'elle avait réussi à conquérir par l'Ukraine. Donc là, on va voir aussi peut-être qu'il va y avoir des réarbitrages, ou en tout cas des freins qui vont être mis. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça râle de plus en plus fort, parce que les effets sont déjà là. Alors après, effectivement, sur cet accord-là, j'aurais un peu du mal à dire. Effectivement, on peut imaginer que ça peut continuer à grignoter des parts de marché aux autres pays exportateurs, dont l'Union européenne. Enfin, dont la France, dont l'Union européenne, qui a aussi toujours effectivement des marchés historiques vers le Proche et Moyen-Orient. Donc tu disais sur la partie accord, pour la partie Ukraine, droit de douane, etc., qu'il y avait eu des choses qui étaient tombées récemment pour les pays frontaliers. Est-ce que le prolongement de cet accord jusqu'en juin 2024, il est vraiment acté, ou
ou est-ce que c'est encore en discussion? On ne sait pas trop. Non, a priori, c'est quand même toujours en discussion. On a encore eu des infos ce matin là, dans notre revue de presse. En fait, c'est quand même toujours en discussion, donc c'est toujours au conditionnel. Donc je pense que, enfin, même si la commission a l'air quand même assez décidée, puis en fait finalement il faut voir que c'est un accord bien plus global que la volaille et l'œuf, hein, donc ça pèse peut-être relativement peu par rapport à toutes les autres choses qui sont échangées par ailleurs. Mais en tout cas, la commission a toujours cette volonté-là, mais je pense que, enfin, en tout cas, c'est pas acté. Et puis, comme il y a de plus en plus de pays et de professionnels des différentes filières qui montent au créneau, est-ce que ça va peut-être infléchir en tout cas, ou limiter? Est-ce que ça va être limité dans le temps, limité dans le volume? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des réactions qui sont de plus en plus fortes, quoi. Ce qui était pas le cas, enfin, qui était beaucoup moins le cas, en tout cas, il y a 1 an, quand ça avait été décidé la première fois. Même si on savait déjà que ça allait avoir forcément des conséquences. Oui. Et après, en plus, comme on ne sait pas jusque quand le conflit va perdurer, Bah, c'est ça, si ça devient un bourbier, ça va être compliqué. ça semble compliqué de s'engager aussi sur du très long terme, sur des choses comme ça, sans savoir quand sera l'issue du conflit, quoi. Et donc là, il y a une question info ou intox. Il se dit qu'en Ukraine, l'utilisation d'un antibio interdit en UE. Il se dit qu'en Ukraine, on utiliserait un antibio interdit en UE. Bon, après, Ça, c'est j'ai difficile, pas je la... pense, d'avoir. J'ai pas l'info en tant que telle. Après, ce qui est sûr, c'est que les conditions de production sont pas les mêmes Ah en oui. Ukraine. Ils sont pas dans l'Union européenne, ils ont pas les mêmes règles de production. Ce qui est différent, par exemple, quand on parle de la Pologne, où il y a en tout cas un cadre commun européen. Là, l'Ukraine, on sort de l'Europe, donc effectivement, bah, il peut y avoir des modes de production complètement différents. Je connais pas, en tout cas, sur ces antibiotiques, mais ça serait pas forcément étonnant. Enfin, je veux dire, s'il Bah, n'est ce pas serait pas interdit dans étonnant. le Et puis, pays, bah, comme tu le dis, là, ils font pas partie de l'Europe, donc ils n'ont pas bénéficié, enfin, ils n'ont pas été, si, on va dire bénéficié des plans éco-antibio avec une réduction enfin voilà, c'est un plan qui a super bien marché quand même, éco-antibio 1, éco-antibio 2, la réduction, elle a été drastique chez nous. Eux peuvent les utiliser, même ils peuvent être légaux, entre guillemets, ils peuvent être utilisés là-bas en facteur de croissance. Et c'est ça le problème aussi, au-delà du fait que nous, on interdise un produit en UE, il y a aussi le côté utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance. Pour le coup, l'Ukraine, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais on sait que transatlantique, là, pour le coup, on est en plein dedans. Mais après, déjà, il y a des pays, y compris dans l'UE, on n'était pas encore raccord entre France et autres pays autour sur la partie utilisation d'antibio. Mais alors là, c'est vrai que si on s'expose à des pays hors UE bah, et après, là, un c'est tel toute la problème, question, enfin, là, il y aurait tout un débat à avoir, mais c'est les ouais. questions des clauses miroirs sur les accords de libre-échange, c'est-à-dire est-ce que on accepte que ce soit des productions différentes? Bon, je sais pas si on va faire le débat là tout de suite, mais effectivement, quand on sort de l'Union européenne, bah, c'est des règles. Et puis, je pense qu'en Ukraine, les problématiques sociétales, et cetera, sont forcément pas les mêmes que ce qu'on a en Europe. Donc forcément, c'est pas, enfin, il y a des règles qui sont complètement différentes. Et surtout, si c'est pour aller comment dire, conquérir des marchés sur le poulet standard, ils n'ont pas forcément intérêt à se mettre des freins sur les coûts de production, etc. Mais ça, après, c'est le jeu, enfin, c'est le jeu des accords de libre-échange, hein, en essayant de négocier des clauses miroirs pour être sûr que les conditions de production ne soient pas les mêmes, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Ouais. Non, et puis c'est vrai, vaste débat. On joue tous enfin, on est tous dans la même production, on joue tous au même jeu avec un même objectif, mais pas avec les mêmes règles. Donc forcément, ça crée des vrais débats et distorsions. Donc pour le moment, ah si, il y a une remarque. Ah bah c'est Mohamed qui a répondu sur la partie poulet export en France par rapport au fait que MHP ait signé un accord récemment. Oui, ce que dit Mohamed, c'est vrai que là, le marché historique quand même sur l'Arabie Saoudite pour la France, c'est quand même la marque Doux et voilà, qui est très assise, on va dire, dans le paysage. Bon, là, même si elle a perdu quand même des parts, mais donc voilà. Pour l'instant, ça peut laisser penser qu'il y a encore des marges de manœuvre quand même. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, donc on attaque donc le dernier volet, donc le focus en fait sur la France, hein.
Donc déjà, petit rappel quand même, on en a parlé déjà, mais la spécificité quand même de notre segmentation, alors j'ai pas mis par des modes de production, là j'ai mis pour les espèces, mais en France, donc on a quand même la particularité d'avoir pas que du poulet, mais bien de la dinde, du canard gras, du canard à rôtir, de la pintade, et puis même d'autres espèces, cailles, pigeons, etc. Donc ça, c'est vraiment une particularité française. Mais cette particularité, même si elle existe encore bien sûr, hein, mais quand on regarde là, par exemple, de 2011 à 2022, on a plutôt quand même une concentration quand même qui se fait de plus en plus vers le poulet, parce que vous voyez, on était à moins de 2/3 il y a 10 ans, et on est maintenant à 3/4 de poulet actuellement. Donc vraiment, le poulet continue en fait de se développer au détriment, on va dire, des autres espèces. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête que c'est vraiment le poulet qui continue son ascension, qui continue sa croissance. Mohamed avait remis les chiffres aussi dans le chat, hein. Ça continue de croître chaque année et il continue de prendre de plus en plus de part dans la consommation totale de viande de volaille. Si on regarde sur la France, ce qui s'est passé aussi là sur 2022 et même jusqu'en début d'année de 2023, sur les chiffres sur la période de septembre 2022 à mars 2023, la France a totalisé donc 300 foyers. Alors on l'a dit, hein, surtout en Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres. Il y a eu 5 millions de volailles abattues et 1 million de pondeuses. Et puis là, il y a eu des nouveaux foyers dans les Côtes d'Armor qui ont impacté la filière pondeuse, mais également le cheptel repro de dinde, le repro gallus, le poulet. Enfin, quand il y a des départements, c'est ce qu'on avait déjà vu au précédent webinaire, mais quand déjà les Pays de Loire sont touchés, forcément, ça a des conséquences. Si en plus la Bretagne est touchée également, forcément, les conséquences sont encore plus fortes, vu leur poids relatif dans la production. Si on regarde maintenant du coup l'abattage de volailles sur 2022 par rapport à 2021, globalement, donc on voit que le poulet, alors à moins 1%, finalement, il résiste quand même plutôt pas mal par rapport aux autres espèces. La dinde, elle est à presque moins 17%. On verra après les détails avec les évolutions mensuelles espèce par espèce. Le canard à rôtir à moins 33%, mais là touché clairement par l'IHP, et la pintade à moins 7,6%. Donc à retenir, on va dire, c'est vraiment le poulet qui limite la casse, et en plus avec un volume quand même très très important. Donc là, si on regarde le détail, hein, sur les abattages poulet de chair, vous avez les courbes bleu foncé 2022, bleu clair 2021 et 2020 pour l'année précédente. Et vous voyez que sur le poulet, finalement, on est quand même sur quelque chose d'assez stable. On a à moins 1%, certes, mais qui reste quand même relativement stable. Pour la dinde, on voit bien quand même le décrochage par rapport entre les différentes années, hein, qui s'est poursuivi sur 2021 et 2022. Sur le canard à rôtir, même s'il y a eu un espèce de rattrapage, puis c'est aussi de toute façon, ce sont des volailles festives comme la pintade, hein, donc forcément sur les derniers mois de décembre notamment, c'est là où se fait une grosse partie de la production, des abattages. Là, on voit effectivement quand même qu'il y a eu un décrochage avec moins 32% sur le canard, c'est quand même très fort, et sur la pintade, moins 8%, ce qui n'est pas non plus neutre. Donc vraiment, les autres espèces subissent quand même assez frontalement. Et si on regarde là sur les modes de production, donc là les données Sinalaf pour les évolutions des mises en place en poulet bio à gauche et en label rouge à droite, bah, on voit quand même la dégringolade en poulet bio, puisqu'on est à moins 25% de mise en place entre 2022 et 2021, donc conséquence de tout ce qu'on a dit précédemment, hein, notamment là, il y a bien sûr l'effet inflation en plus de l'effet IHP, hein, les deux effets se cumulent. Et puis sur label rouge, alors c'est quand même moins marqué qu'en bio, mais ça reste quand même extrêmement fort avec moins 9%. Si on regarde maintenant au niveau France, au niveau des échanges 2022, bah, on vient d'en parler un petit peu, mais il y a toujours ce marché historique du Proche et Moyen-Orient, et avec la marque Doux et le marché de l'Arabie Saoudite. Donc là, on reste un peu sur, enfin, on a même repris un petit peu de couleur par rapport à l'année précédente, entre 2022 et 2021. Pour les autres, donc ça, c'est plutôt de la volaille entière. Sur les autres marchés, Afrique et Asie, c'est plutôt nos coproduits qu'on ne consomme pas en France, que sont pâtes, cous, croupions, etc. Donc là, on a plutôt eu des baisses, mais on va dire, de toute façon, c'est des produits que nous, on ne sait pas consommer. Donc, entre guillemets, on est toujours dépendant de ces exportations-là pour valoriser ces morceaux-là. Et puis, après, on l'a dit, hein, les échanges se font d'abord et surtout, aussi pour la France, entre pays de l'Union européenne. Quand on regarde les importations françaises, là, par origine communautaire,
Donc Belgique et Pays-Bas, on va dire, dans les pays qui importent, réexportent, et puis la Pologne dans les pays producteurs, on l'a vu tout à l'heure quand on regardait pour l'Union européenne, qui est du coup aussi le premier pays qui exporte vers la France. Tout à l'heure, on avait commencé à évoquer aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce qu'on importe, on n'importe pas n'importe quel morceau, on importe énormément de filets. Et là, on le voit bien sur les chiffres, quand on regarde les évolutions en 4 ans entre 2019 et 2022, on voit que c'est, et notamment sur la dernière année, on a eu plus 17%, enfin, la croissance sur le filet qui était très très forte. Et puis, alors, même si les volumes pèsent relativement moins, mais sur l'évolution relative, ça reste aussi très marqué, c'est sur les préparations, et d'ailleurs, ça peut être un peu aussi le même type de produit derrière. Donc là, on a aussi du 17%, donc c'est vraiment les deux types d'imports qui se développent le plus. Et si on regarde à droite, donc l'évolution mensuelle des imports de poulet par type depuis 2013, donc vous avez les filets qui sont en grisé là, et on voit vraiment la part relative, vous voyez, du filet où il y a 10 ans, ça pesait déjà, c'était pas neutre, hein, mais ça pesait déjà un peu, mais on va dire quasiment la moitié du total des imports. Et puis maintenant, on voit que c'est vraiment ultra majoritaire dans les imports, au détriment des cuisses qui ont quasiment disparu. Et puis par contre, l'autre qui profite également, c'est les préparations, comme on le voyait sur le graphe de gauche. Donc c'est vraiment cette problématique, on va dire, de déséquilibre matière, c'est-à-dire ce qu'on recherche vraiment, c'est du filet, c'est ça qu'on consomme. Et pour l'instant, les poulets ne font toujours que de finis. Si on regarde le bilan du coup de la filière volaille de chair française en 2022, si on regarde donc au niveau des abattages, etc., je ne vais pas y revenir parce qu'on a un peu vu déjà espèce par espèce, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le poulet sauve un peu sauve la mise. Dans les chiffres qui nous paraissent intéressants de vous montrer, là, faire le focus, c'est quand même le taux d'auto-approvisionnement dont on parle assez peu en volaille de chair, et puis on trouvait que c'était quand même intéressant de vous le présenter, parce qu'on parle beaucoup des importations, on l'a dit tout à l'heure, un poulet sur deux en France est importé, mais si après on regarde, on regarde vraiment la globalité, c'est-à-dire on déduit les exports comme les imports pour regarder la production sur la consommation totale. En volaille, en fait, on était à 85% d'auto-approvisionnement en 2021 et on arrive à 79% en 2022. Alors, si on regarde sur dinde, canard, pintade, en fait, on produit plus que ce qu'on consomme. Donc là, on est plutôt excédentaire. Donc, on va dire d'un aspect souveraineté alimentaire, on est plutôt, on produit ce dont on a besoin. Par contre, c'est bien en Gallus, et notamment sur parce que là, c'est Gallus tout rassemblé avec les poules de réforme, mais c'est sur la partie poulet, notamment, où là, on voit que le déficit se creuse, puisqu'on est à 77% d'auto-approvisionnement en 2021, et on baisse à 73% en 2022. Donc, l'écart se creuse. Et donc globalement, c'est-à-dire qu'on arrive à subvenir à nos besoins qu'à 4/5, enfin, en termes d'auto-approvisionnement. Après, comme on l'a dit, il y a des marchés à l'export dont on aurait du mal à se passer, puisque c'est des morceaux qu'on ne consomme pas en France. Donc si dans les choses un peu à retenir là pour terminer un peu la présentation, donc en 2022, donc il y a une baisse relativement modérée, on l'a vu avec moins 0,6% de la production dans le U27, donc un retour à la normale qui est espérée pour 2023, avec pas mal quand même de guillemets, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux épisodes qui se produisent. Hein. La France et l'Italie ont été plus touchés, donc ils accusent plus le coup que les autres pays. La Pologne, qui a été un peu touchée, mais de façon moindre, reste et sanctuarise sa position dominante sur le marché européen. Les importations, par conséquent, de ce qu'on vient de voir juste au-dessus, atteignent un niveau record en Europe. Alors, le Brésil en valeur absolue et l'Ukraine en valeur relative, avec tout ce qu'on a dit à côté. Et retenir quand même qu'en France, c'est vraiment le poulet qui continue sa croissance à l'inverse des autres filières. Et puis, particulièrement le canard, là, très touché par l'IHP. Sur les IHP, justement, sur les conséquences massives, là, c'est qu'il y a quand même eu des nouvelles zones touchées. Donc, il y a les zones, alors je ne sais pas si on peut dire historiques, mais enfin, qui avaient déjà été touchées dans l'épisode précédent de la Vendée militaire, là, la Vendée, et puis ces zones limitrophes. Et puis là, cette année, il y a quand même eu aussi là, les Côtes d'Armor en plus, qui est quand même un département qui est loin d'être neutre en termes de production de volailles. Et puis après, il y a des conséquences qu'on n'a pas développées, ce n'est pas l'objet là, de ce web écho, mais sur les questions qui font beaucoup de débat en ce moment, sur la vaccination et sur toutes les questions que ça pourrait avoir sur les scénarios retenus et les exportations.
et aussi d'ailleurs en coût de production. Donc après, ce qu'il faut retenir sur la consommation, les impacts de la guerre en Ukraine et sur l'inflation, c'est que le prix redevient le premier critère d'achat. Bon, il n'a jamais été très, très loin, mais là, il redevient très majoritaire. Et puis qu'on voit déjà un impact de l'inflation. Alors effectivement, avec des questions qui se posent sur est-ce que, il peut y avoir du coup des basculements vers d'autres viandes, par exemple, ou d'autres protéines animales si les conséquences sont encore plus fortes, sur la volaille que sur d'autres types de viande. Pour l'instant, on va dire, elle tire plutôt son épingle du jeu, étant donné que en tout cas, le poulet, c'est une protéine animale quand même relativement, peu coûteuse par rapport à d'autres protéines animales. Et voilà. Merci, Simon, pour la présentation. Justement, concernant le tableau bilan de la filière volaille de chair que tu présentais là, est-ce que 100 du taux d'auto-approvisionnement signifie autonomie alimentaire? Parce que c'est vrai qu'en volaille, on n'a pas forcément l'habitude de parler d'auto-approvisionnement, Non, malheureusement. non, bah là, c'est pareil, il y a France AgriMer qui avait produit un rapport et puis c'est vrai que nous, c'est des questions qu'on nous pose de plus en plus parce que c'est vrai que comme on parle de souveraineté alimentaire, c'est intéressant de regarder ça. Donc je sais que pour le porc, ils le font régulièrement, pour le bovin, ils le font également. Pour l'œuf, on le fait aussi d'ailleurs. Pour la volaille, on parle plus d'importation. Alors après, effectivement, ça ne veut pas tout à fait dire souveraineté alimentaire, puisque comme je le disais, en fait, comme il y a certains types de morceaux qu'on ne consomme pas et qu'on ne consommera pas, en tout cas à court terme, c'est des habitudes alimentaires telles, c'est vraiment des modes de consommation qu'on n'a pas. Donc c'est culturel, on va dire. C'est peu probable que ça évolue, en tout cas à court terme. Donc du coup, il y a quand même toujours ces morceaux qu'on est obligé d'exporter parce que de toute façon, on ne sait pas les consommer. Et inversement, là, pour l'instant, on est très déficitaire en filet. Donc pour l'instant, on a besoin d'importer des filets. Donc même si on se rapprocherait d'un 100%, il y aurait sûrement après à l'intérieur quand même des déséquilibres qui feraient qu'on ne serait pas forcément à 100% sur tout type de morceaux, quoi. Ce serait 100% sur le tonnage total mais c'est pas forcément le cas pour chaque produit. D'ailleurs, quand l'IFIP le fait sur le porc, c'est le cas, hein, on doit être près de mémoire à peu près à 100% sur le porc, mais on est très déficitaire en jambon et par contre, on est excédentaire dans les autres morceaux, quoi. Donc après, ça peut couvrir quand même une diversité et si on n'a pas l'équilibre matière, on peut pas dire, être en souveraineté alimentaire complète même si on est à 100%, quoi. Alors en œuf, c'est différent bien sûr, parce que là, il y a plus les mêmes problématiques, quoi. C'est bien, tu me fais l'introduction avec la question suivante, pour la partie justement évolution des imports de poulet par type de produit. Là, qu'est-ce que tu représentes dans la partie préparation? Parce que là, on avait la question, la viande de cuisse de poulet est inclue dans cuisse ou préparation? Et qu'est-ce qu'englobe préparation finalement? Ouais, bah ça, si Mohamed peut répondre, il aura plus de détails que moi, je serais capable d'en donner. Là, après, c'est Et si effectivement selon les codes douaniers. Donc, je sais pas si Mohamed, tu peux essayer de nous répondre à cette question pour nous préciser ça. justement, nous importons surtout les élaborés. Sous quelle forme on retrouve la volaille d'importation chez nous? Au-delà du côté filet, justement, comment, tout à l'heure, tu disais, il y a la partie charcuterie. Enfin, est-ce qu'on a des détails sur, les différentes formes, est-ce que c'est Bah, vraiment en fait, issu? ce qui est sûr, c'est que, en fait, en grande distribution, à quelques exceptions près, on trouve pas en volaille entière ou en découpe ou très peu de volailles d'origine autre que France. Par contre, c'est sur tout le reste, en fait, et là, on peut retrouver en distribution aussi sur charcuterie élaborée, etc., où la provenance peut être provenance UE et pas provenance France. Donc, c'est là où on peut en retrouver une partie. Et puis après, on l'a dit sur la RHD. Alors, pareil, il peut y avoir quelques enseignes qui sont origine France, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enseignes qui peuvent être plutôt origine UE. Et puis, pour rappel aussi, on en avait parlé lors du webinaire précédent, mais maintenant, il y a l'étiquetage, l'affichage obligatoire en RHD, hein, sur la provenance pour les viandes de volaille, comme ce qui avait été fait pour la viande bovine. C'est que depuis le 1er mars, ça fait un peu plus d'1 an quand même, puisque nous sommes le 13 avril. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est pas réellement mis en place, ou en tout cas, c'est pas peut-être suffisamment contrôlé. Donc, en tout cas, je sais pas si ceux qui, comme moi, regardent un peu le midi quand on va se chercher à manger dans les différents lieux de vente, c'est quand même assez mal mis en avant ou pas mis en avant du tout. Donc là, il y a sûrement aussi un travail quand même de communication. Pour l'instant, c'est assez flou. On ne sait pas forcément l'origine de ces produits-là, quoi.
Mmh. Même si même si maintenant l'affichage est obligatoire, depuis un peu plus d'1 an. Et même sur toute la partie traiteur, hein, quand il y a des événements justement, c'est assez obscur, et si on demande aux personnes qui servent, c'est: «Bah, c'est pas nous qui avons commandé», donc enfin voilà, ils ont même pas les réponses. Enfin, c'est vraiment, ouais, Alors on voit, hein, pas enfin, encore marqué dans les esprits. on voit qu'il y a des enseignes qui mettent en avant quand même cette origine France, là, notamment des enseignes qui sont en train de débarquer, en France. On voit aussi que dans des enfin, on va dire, RHD type sandwicherie et cetera, il y en a aussi qui jouent cette carte-là, voire même la carte du label ou autre. On voit qu'il y a des choses qui fleurissent, mais pour l'instant, ça reste quand même, des épiphénomènes par rapport au volume global, quoi. Et puis ceux qui font vraiment l'effort, de ça, il y a aussi ils ont besoin aussi de s'il y a un surcoût entraîné, par rapport à l'utilisation de ce produit-là, par rapport à un concurrent qui lui utilise de la volaille importée, et parce qu'il y a vraiment la problématique de coût quand même derrière. Forcément, il faut bien qu'ils justifient le fait qu'il soit, un petit peu plus cher, et même si le consommateur dans les études, alors là pour, le coup, je sais plus quelle étude, c'était, mais la Interpro avait présenté l'étude, il faisait quand même le choix de la volaille française par choix et acceptait de mettre un petit peu plus, finalement, pour acheter de la volaille française. Mmh mh. Tout C'était à un fait. gros débat. Sur la partie, poulet bio, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais concernant les mises en place de poulets bio, est-ce que les éleveurs se sont orientés vers d'autres segments? Parce que là, donc, je sais plus, tu annonçais -25%, sur les mises en Mise en place, place. mais quand on regarde par rapport à 2020, c'est carrément, -50% quasiment, hein. Donc est-ce qu'ils se sont orientés vers les autres segments, ou est-ce que, il y a les petits producteurs finalement ont été Ouais, complètement là, pénalisés? on n'a pas forcément tous les éléments, mais ce qui est sûr, en fait, c'est bah, après sur les mises en place, comment dire? Il peut y avoir des fois des comment dire? Moins de mise en place, tout temporairement, en attendant de retrouver des volumes, donc c'est juste qu'on fait moins de ventes, on fait moins de choses comme ça. Sur les acteurs majeurs qu'on a pu interroger, c'est plutôt là, sur 2023, que la question va se poser. En fait, pour l'instant, enfin, sur les petits acteurs, il y a sûrement eu déjà des conséquences. Sur les plus gros acteurs, pour l'instant, ils sont plutôt en vigilance de savoir si ou pas, enfin, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur 2023, quoi. Est-ce qu'ils vont devoir effectivement, alors, il y a des questions, hein, autour de est-ce qu'il faut, changer effectivement, déconvertir des éleveurs et cetera? Ça, pour l'instant, il faudrait creuser un peu plus les chiffres pour le savoir. Je ne sais pas si le SINALA est aussi présent, peut-être qu'il a des éléments, également. Pour l'instant, on a plutôt l'impression que sur les gros acteurs, c'était plutôt les questions qui vont concerner 2023, quoi. Et sinon, avec la perte de diversité de la production, qui est quand même, en partie, volontaire, hein, notamment, quand par rapport à ce qu'on sait sur la partie, poulet export d'Inde, poulet lourd d'Inde, par exemple. Est-ce qu'on ne s'expose pas à des risques, notamment sanitaires, en partant uniquement sur un schéma, là qui se dessine, vers, le poulet, poulet, poulet? Est-ce qu'on ne s'expose pas à Alors ça, faudrait poser une nouvelle question à l'ANSES. Effectivement, après, enfin, plus on se spécialise, enfin, il y a toujours le vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, plus on a une diversité, en tout cas, d'espèces, etc., plus on peut dire alors là, par exemple, pour la grippe aviaire, c'est pas forcément le cas. Enfin, encore que toutes les espèces sont pas touchées de la même manière, mais en tout cas, c'est toutes mmh, les filières avicoles qui sont quand même touchées. Mais effectivement, plus on se spécialise, plus quelque part on se fragilise, également sur ces questions, sanitaires, ou même, enfin, sanitaires ou autres, hein. Il suffit aussi qu'il y ait des opérateurs qui soient plus en capacité à un moment donné. Si on est dépendant d'un très faible nombre d'opérateurs, ça peut aussi poser question, quoi. Donc oui, oui, enfin là, j'ai pas il faudrait peut-être faire une étude plus poussée pour regarder ça, mais quand on est sur moins de produits, il y a toujours effectivement ce risque. mmh. Et sinon, donc on avait une question de Dominique Chavette, sur la partie précédente, sur la partie marché européen. Donc c'est une question relative à la Pologne. Connaissez-vous la répartition des volumes exportés de viande de volaille par la Pologne entre les sociétés nationales et européennes implantées dans ce pays? Non, je ne pense pas qu'on ait le détail de c'est ce qui sort ou ce qui rentre en Europe, mais je pense pas qu'on ait le détail selon le type de enfin, Mohamed me corrigera si lui il a les infos, mais je ne pense pas qu'on ait ces détails-là, non. Mmh. OK.
Donc pour le moment, il y a plus de questions dans le chat. Il y a Françoise Guillaumard qui repose une question, mais ils échangent avec, Monemus. Je pense que c'est Merci à Monet c'est d'assurer encore le de sa service part. après-vente. C'est ça et donc merci pour la présentation. Donc je pense qu'on peut clore maintenant le webinaire. Merci encore, à vous d'avoir été, actifs, dans vos questions parce que c'est ce qui permet d'enrichir, justement la présentation, le webinaire en général. Merci Simon pour, ta présentation. Merci aux différents sponsors, Biochem, CCPA et Tecna et rendez-vous demain pour la partie œufs, et lapins. Et donc on vous renverra le diaporama et puis on corrigera cette petite coquille, états-unienne là sur les acteurs mondiaux. Eh bien, merci à tous.